Très bien, je vous remercie. Donc effectivement, je vais vous présenter cette étude sur la perception du risque dans les établissements de soins et l'impact des pratiques sur les expositions. Alors pourquoi en fait cette partie dans cette étude? On s'est aperçu que les mesures qui étaient effectuées en situation réelle pouvaient montrer que des personnels qui disposaient de matériel et d'équipements performants pouvaient ponctuellement être plus exposés que des soignants qui utilisaient du matériel moins performant. Donc il y a une nécessité de s'intéresser à d'autres facteurs qui pourraient expliquer les expositions qui sont mesurées en situation réelle. Il y a donc deux éléments qui ont été évalués. La première chose, il s'agissait d'aller regarder quelles étaient les pratiques des soignants et comment ces pratiques pouvaient être reliées aux expositions qui étaient mesurées. La question sous-jacente, c'est de se demander s'il y a des pics ou des creux d'exposition qui sont relayés à certaines pratiques ou gestuelles de travail. Et la deuxième question, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les représentations du risque des soignants et en quoi ces représentations peuvent influencer les pratiques qui sont observées. Donc l'objectif, c'est d'aller au-delà des déterminants techniques et matériels et d'essayer d'interroger des déterminants qui sont liés à l'organisation du travail ou aux connaissances des soignants. Alors comment est-ce qu'on a réalisé cette partie? C'est une méthode qui est basée sur l'ergotoxicologie qui vise en fait à coupler des principes de l'ergonomie avec de la métrologie. Donc sont réalisées des observations des pratiques de travail des soignants, donc de soins réalisés sous Méopa, qui sont vidéo enregistrés et au cours desquels on réalise des mesures atmosphériques. Les données d'activité sont synchronisées avec les mesures atmosphériques qui ont été réalisées à l'aide d'un logiciel adapté. Et cette synchronisation doit permettre de réaliser des montages vidéo qui sont ensuite confrontés aux soignants de manière à pouvoir aller travailler avec eux la perception du risque du méopa, c'est-à-dire la manière dont ils vont se représenter le fait d'être exposés ou non, à quel moment et à quelle pratique ils les associent. Et puis d'aller travailler aussi la question des savoir-faire. Alors cette méthode, elle a été mise en place au sein de 4 établissements avec 71 soins qui ont été suivis entre mars 2021 et juin 2024. Alors, ce qui a été suivi, ce sont donc des soins dans leur globalité, donc dans leur durée totale. Il y a bien sûr un accord préalable des patients et des soignants. Et on va essayer d'intégrer un maximum de variabilité des situations de travail, c'est-à-dire d'observer des soins différents, avec des patients différents, avec des soignants différents, avec des configurations spatiales différentes, de manière à intégrer au maximum la variabilité des situations de travail réelles. Alors l'analyse de ces observations plus globalement de ces observations couplées à ces mesures ont permis d'identifier différentes phases d'activité qui vont être communes à tout type de soins réalisés sous protoxyde d'azote. Donc ça va de l'accueil du patient jusqu'à la gestion du patient. Alors bien sûr, il y a une diversité de pratiques qui est normale, qui fait partie de l'activité, puisqu'on a dit qu'il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient varier. Mais parmi cette diversité, on a pu identifier certaines pratiques qui ont été mises en lien avec des pics d'exposition et qui ont d'ailleurs en partie été évoquées ce matin et tout à l'heure par Francis, notamment Francis Bontou. Alors le choix du masque d'abord, ce qu'a montré cette étude, c'est qu'il est souvent orienté vers le confort du patient, ce qui peut conduire les soignants à privilégier des masques plus grands de manière à augmenter l'apport en protoxyde d'azote ou à limiter la sensation d'étouffement du patient. Et ce faisant, ça peut donc augmenter le risque de diffusion du méopa dans l'air. Ce qu'il a été montré également, c'est qu'effectivement, on peut observer des techniques de gonflage du ballon à proximité des voies aériennes. Alors bien souvent, le gonflage du ballon, il est réalisé sur le lit ou sur les tables de soins, mais parfois, il peut être réalisé sur le torse, sur l'épaule ou sur la main et à proximité des voies aériennes, ce qui là aussi donc, va participer aux pics d'exposition qui ont pu être mesurés. Alors ces techniques de gonflage, elles sont liées, selon les soignants, à la formation ou à des conditions d'exécuter, donc aux caractéristiques des locaux. Ce qu'il a été observé également, c'est que les temps d'attente entre la pose du masque et le début du soin, comme la durée maximale d'usage de protoxyde d'azote, elle est considérée et elle est relevée par tous les soignants, mais que les repères à respecter vont apparaître indicatifs ou méconnus et peuvent varier en fonction des établissements et des soignants. En matière d'administration, certains pics d'exposition ont été associés à des techniques de surveillance du patient. Alors ça a été évoqué aussi à plusieurs reprises pendant le soin. Le patient peut être incité à parler de manière à le rassurer, détourner son attention, évaluer aussi l'effet du protoxyde d'azote. Et donc on peut avoir des pics d'exposition qui sont associés à ces pratiques de surveillance.
Ce qui a été observé également, c'est que le positionnement du soignant va aussi avoir un impact. Alors le positionnement de l'administrateur du méopa va être lié au moins à deux facteurs. D'abord, c'est le soignant qui réalise le soin qui va se positionner en priorité. Donc l'administrateur du méopa va se positionner en fonction. Et les caractéristiques des locaux, l'exécuté par exemple, peut amener aussi un positionnement inconfortable de l'administrateur du méopa, ce qui peut là aussi expliquer des pics d'exposition observés. Alors enfin, ça a été également évoqué précédemment, notamment par Francis Bontou, on peut observer des pratiques d'évacuation du rejet qui vont être exposantes également. Donc, ce qui a été observé par exemple, ce sont des vidanges du ballon dans les salles de soins, des ballons qui sont laissés au sol, et des situations où le tuyau d'évacuation, donc Francis a beaucoup évoqué la question du tuyau du rejet, qui parfois a pu être connecté à une prise Sega, mais qui peut être déconnecté durant le soin, notamment parce que le patient est agité et va déconnecter le tuyau. Or, cette déconnexion, ponctuellement, peut ne pas être observée par les soignants qui sont concentrés sur leurs soins. Alors bien sûr, évidemment, il y a aussi des pratiques protectrices, ce qu'on appelle des savoir-faire de prudence, qui sont mises en place par ces soignants. Par exemple, on va mettre en retrait les personnes fragiles, on va mettre en place, enfin sélectionner du matériel performant lorsqu'il est disponible, on va mettre en place des techniques de gestion du débit. Alors elles sont ponctuelles par rapport aux résultats qui ont été réalisés, mais parfois, effectivement, on va réduire le débit parce que le patient qui était agité en début de soin s'est calmé pendant le soin ou dans l'attente du médecin. On a également des pratiques d'évacuation du rejet qui vont être mises en place par les soignants de manière à s'assurer d'une évacuation vers l'extérieur lorsque cela est possible. Il faut également signaler que dans certains services où on a recours de manière fréquente au méopa pour des malades chroniques, certains services sont amenés à s'interroger sur l'utilisation raisonnée du méopa, alors non pas pour supprimer le méopa bien sûr, mais pour l'accompagner avec d'autres techniques comme de l'hypnose verbale ou de la médication anxiolytique préalable. Donc les buts de ces démarches sont souvent orientés d'ailleurs vers le confort du patient ou le risque d'accoutumance du patient plus que vers la réduction réelle de l'exposition des soignants. Précisons quand même que ces pratiques protectrices, elles ne sont pas systématisées dans les observations. Alors on a cherché à explorer quelles étaient les représentations du risque des soignants pour voir en quoi elles peuvent participer, en partie en tout cas, à expliquer les pratiques qui ont été observées précédemment. Alors le risque, il est perçu par l'ensemble des soignants, mais la question de l'exposition du soignant, elle n'intervient pas dans les critères de décision d'administration. Et vous avez là un verbatim, par exemple, d'un soignant disant « la priorité, c'est le soin. La question de notre exposition, ce n'est même pas une question ou un critère secondaire ou tertiaire ». Ce qu'on relève également dans les autoconfrontations, c'est que les soignants n'ont pas de représentation du niveau d'exposition. Ils vont d'ailleurs renvoyer beaucoup de questions aux chercheurs sur le film. On voit X ppm, c'est normal, c'est beaucoup, ça doit faire combien? C'est quoi des ppm? Et on observe également qu'il y a une relative méconnaissance des effets. Donc les soignants vont dire finalement on risque quoi? Alors bien sûr certains effets sont connus, des maux de tête, des nausées, des fatigues, mais ils peuvent être expérimentés, perçus de façon fréquente, occasionnelle ou pas du tout. Et parfois ils vont être assimilés par certains soignants à une sensibilité de certains de leurs collègues. Donc il y a une relative méconnaissance des effets. Alors, malgré ces représentations incomplètes, les soignants vont utiliser des indicateurs pour hiérarchiser les situations. Ils vont considérer, par exemple, que le risque est plus important avec un masque traditionnel, un ballon et avec un rejet dans la salle de soins. Mais certains éléments qui participent à expliquer les pics d'exposition vont être absents des représentations, notamment la gestion du débit, la question de la distance entre le soignant et le masque, c'est-à-dire qu'on va considérer que la concentration du protoxyde d'azote dans le local va être homogène, qu'on soit positionné à 30 cm ou à 2 mètres du masque ou des voies respiratoires du patient. Donc là, vous avez à nouveau un verbatim, qu'on soit à tenir le ballon ou qu'on soit en soins, on est quasiment aussi près, il n'y a pas de vraie différence. Et puis, alors que les mesures, et là ça a été encore une fois largement évoqué, vont identifier spécifiquement l'arrêt de l'administration du protoxyde d'azote comme une période particulièrement exposante, ça n'est pourtant pas une étape qui va être perçue comme telle. Ça explique d'ailleurs les pratiques observées de vidange du ballon dans la salle de soins ou de ballons laissés sur les lits.
Pas plus que la diffusion du protoxyde d'azote au-delà de l'espace du soin. Donc on va considérer que seul le binôme qui est au plus proche du soin va être exposé. Et la possibilité d'une diffusion du protoxyde d'azote vers des box adjacents, vers des locaux administratifs ou vers un conducteur de SAMU par exemple, si c'est le cas, n'est pas intégrée comme une source d'exposition. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les soignants ne disposent pas toujours des connaissances adaptées leur permettant d'évaluer leur exposition, les risques associés, de mettre en œuvre des pratiques professionnelles qui constituent les savoir-faire effectifs de prudence, et que le risque met au pas va être le plus souvent orienté vers le patient, le soin et plus rarement vers la prévention des expositions professionnelles. Cette étude a montré que les expositions sont également en lien avec des causes. Alors, il y a des causes matérielles qui ont été largement évoquées, bien sûr, mais aussi des causes organisationnelles et des causes environnementales. Alors, en complément des pistes d'action qui ont été évoquées précédemment, on peut évoquer par exemple la question de la formation. Alors, ce que disent les soignants qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude sur la formation, c'est qu'aujourd'hui, elle est plutôt réalisée de façon tutorée par mimétisme, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais lorsqu'on est face à des représentations incomplètes, on prend le risque de véhiculer ces représentations incomplètes. Lorsqu'elle est organisée, elle est centrée sur la gestion de la douleur et le bien-être du patient. Elle n'implique pas nécessairement la question de l'exposition des soignants. Donc en matière de recommandations, on propose de prévoir des formations systématiques, ça a été évoqué également ce matin, intégrant les risques pour la santé des soignants, intégrant la question des effets, la question des symptômes à détecter, la question des déterminants de l'exposition et des déterminants élargis, et également la question de pratiques protectrices à partager parmi les soignants. Alors bien sûr, tout en maintenant le soin du patient au cœur de la formation. Donc là, l'objectif, ce serait de donner des repères, des indicateurs à ne pas négliger, qui peuvent donc faire l'objet de la formation, mais aussi, pourquoi pas, faire l'objet de supports synthétiques mis à disposition des professionnels et facilitant le transfert pour des nouveaux arrivants. Et enfin, on peut également parler de la planification, de l'organisation et de la répartition de l'administration des soins sous Méopa. Donc on l'a vu, il y a un intérêt à prendre en compte les caractéristiques techniques des locaux dans la répartition des soins pour éviter que la réalisation des soins sous Méopa soit faite dans des locaux qui ne permettent pas une bonne ventilation, mais aussi pour permettre un bon positionnement des soignants réalisant le soin et également pour éviter une exposition passive de personnel à proximité des soins. Il y a aussi un intérêt à prendre en compte les caractéristiques de l'équipe, leur expérience, leurs compétences, l'alternance des rôles dans la répartition des tâches et des soins, et un intérêt à organiser, dans la mesure du possible bien sûr, une stabilité relative des équipes soignantes qui sont aujourd'hui soumises au turnover avec des compositions des équipes qui peuvent être très variables. Mais cette stabilité, elle est importante parce qu'elle doit permettre aux opérateurs, aux soignants, de pouvoir partager les savoir-faire et notamment les savoir-faire protecteurs. Donc c'est important de pouvoir le mettre en place pour pouvoir développer des repères et des pratiques communes. Et j'en ai terminé.